Eh bien, merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'être venus ce soir dans cette magnifique maison. C'est extraordinaire ici, hein. C'est vraiment très très beau. Donc, je remercie madame Isabelle Kunk qui m'a invité, puis Blaise Rosla ici, qui était venu l'année dernière vous faire une conférence sur l'autonomie énergétique, et grâce à qui je suis là ce soir. Donc nous n'allons pas... On peut aborder un petit peu l'aspect de l'environnement aussi, à partir de la monnaie, de la création monétaire, de la banque, de la finance, etc. Parce que vous allez voir, je suis un monomaniaque de la monnaie, et donc je rapporte tout à la monnaie. Tout ce qu'on voit, c'est à cause de la monnaie. Donc ne vous inquiétez pas si je vous semble un petit peu obsédé de ça. Et donc merci aussi à monsieur Michel Vetet, le président du Cercle des Amitiés Internationales. Donc, on attaque, on a 3 quarts d'heure. Première chose, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles? Levez la main. Vous sortez. Non, je vous préviens, j'ai que des mauvaises nouvelles. On est là. Donc vous restez en connaissance de cause. Hein. Tant pis pour vous. Bon, très bien. Donc vous avez vu que je vous ai distribué un petit papier. C'est un questionnaire à choix multiples, un QCM. Vous avez vu, hein, il en reste? On a tout distribué. Thank you. Je le récupère parce que c'est cher. Hein. Donc vous avez vu que c'est la question obsessionnelle, la question qui tue, c'est qui émet et qui distribue la monnaie. C'est ça la question principale dont nous allons parler ce soir. Parce que s'il y a quelqu'un dans notre village mondial qui a le pouvoir de créer de la monnaie, et qui, grâce à ce pouvoir, peut acheter des choses, moi j'aimerais bien qu'on soit tous au courant. Parce que c'est quand même assez important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que recevoir de la monnaie, bon, c'est normal. Vous travaillez, ou vous êtes commerçant, vous achetez quelque chose, vous le revendez un petit peu plus cher, c'est un travail, faire un emballage, faire de la publicité, etc. Il y a du travail. Si vous touchez un salaire, vous fournissez un travail, du temps de vie, c'est-à-dire la richesse la plus précieuse dont nous pouvons disposer, et en échange de votre temps de vie, vous êtes payé, vous recevez de la monnaie. Ça, c'est du travail. Alors que là, sur le petit papier, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait de émettre et distribuer de la monnaie, créer de la monnaie, c'est-à-dire imprimer des billets ou rajouter un solde sur un compte bancaire. Il ne s'agit pas d'être payé pour un service, il ne s'agit pas de faire un travail et d'avoir de la monnaie, que le compte bancaire monte ou de recevoir des billets, non. Il s'agit de la création monétaire. Et donc, s'il y a quelqu'un dans la société qui peut créer de la monnaie sans avoir travaillé avant, il faut qu'on soit tous au courant. Voilà. Donc, pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que je ne suis pas économiste. Normalement, ce n'est pas moi qui devrais être là. Moi, je suis metteur en scène de théâtre. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir, enfin, à part le plaisir d'être devant vous ce soir. Mais, et je suis comédien aussi. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que, tout simplement, depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai un sentiment de l'équilibre, de la justice. Vous savez, quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, quand on est petit, on a tous été comme ça, madame, c'est pas juste. Vous punissez tout le monde alors qu'il n'y en a qu'un qui a fait une bêtise, c'est pas juste. Il y en a un qui a grimpé au rideau, qui a cassé quelque chose, et puis on va tous être punis, c'est pas juste. On a un sentiment profond de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. C'est vrai ou pas ce que je dis? Bon, on l'a tous connu ce sentiment-là quand on était gamin. Moi j'ai essayé de le garder et je le fais encore. Et donc quand j'ai vu en 2008-2009 des gens qui continuaient à s'enrichir exponentiellement, apparemment sans travailler plus que les autres, et des gens qui se retrouvaient dans la rue, sans maison, sur des cartons, en train de divorcer ou de tomber malade, je me suis dit c'est pas juste. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une telle dissymétrie entre des gens qui s'enrichissent en dormant exponentiellement et des gens qui perdent tout. Il y en a qui gagnent 1000 fois plus que d'autres, ils ne travaillent pas 1000 fois plus, c'est pas possible. J'ai essayé, j'étais entrepreneur, je sais ce que c'est que de gagner des sous avec son travail. On ne peut pas gagner 1000 fois plus que quelqu'un d'autre, rien que par son travail ou même par ses capacités intellectuelles. Ça marche pas comme ça. Donc je me suis dit, il y a un truc.
Et j'ai commencé à étudier ces mécanismes-là comme on étudierait le tour d'un magicien. Exactement comme ça. Parce que je me suis dit, s'il y a des très très riches et des très très pauvres, ça doit avoir quelque chose avec la monnaie, avec l'argent. Et c'est quoi être très riche? C'est avoir plus que les autres. C'est quoi être pauvre? C'est avoir moins que les autres. Donc il y a une dissymétrie dans la monnaie, dans quelque chose avec la monnaie. Donc je me suis mis à étudier la monnaie. Voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et donc j'ai commencé, alors c'était en 2009 à peu près maintenant, et donc là ça va faire 9-6 ans que je suis là-dessus. Au bout de 3-4 ans d'études, de compréhension, de rencontres avec des mathématiciens, des économistes, des journalistes spécialisés, etc., il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, face à des gens qui venaient de m'expliquer un truc auquel je ne comprenais rien, tout d'un coup, un éclair, j'ai dit quelquefois à des gens, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire que ce qui se passe, c'est qu'il se passe ça, et donc ça fait ça, et ça, c'est ça que tu me dis, que tu es en train de me dire. Et là, je me suis trouvé face à des économistes qui m'ont dit « Bah oui, bon, tu simplifies quand même beaucoup, c'est un peu simpliste comme explication, mais oui, en gros, on peut le dire comme ça. » Bon. Et là, j'ai dit « Mais nom de Dieu, mais c'est ça qu'il faut dire aux gens, enfin! Comment tu veux que les gens comprennent comme tu viens de me l'expliquer là? Pourtant, je suis pas bête, t'as mis 3 heures, j'ai rien compris, c'est pas possible, il faut le dire simplement aux gens. » C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin-là. C'est pour ça que vous allez l'acheter à la fin. Donc, la question qui tue, c'est qui émet et qui distribue la monnaie. C'est ça, vraiment, la question essentielle. Alors, il y a un petit QCM, il y a 4 possibilités. Qui émet et qui distribue la monnaie? L'État, la Banque centrale, les banques ordinaires ou les citoyens. L'État, bon, c'est l'État. La Banque centrale, c'est la BNS pour la Suisse, la BCE pour la France, l'Europe. Les banques ordinaires, ce sont les banques du coin des rues. Choix 3. Et choix 4, les citoyens. C'est nous. Alors, on va voir un petit peu le niveau de la classe. Avant de commencer, levez la main les gens qui pensent que l'émetteur, créateur de monnaie, c'est l'État. Levez la main. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Bon, c'est bien, je suis content d'être venu. Vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles? C'est pas vous qui n'aimez pas les mauvaises? Qui pense que c'est la Banque centrale qui crée la monnaie? Ah, bien. Bon, j'ai bien fait de le dire, ça va. Qui pense que ce sont les banques ordinaires? Levez la main. Ah, oh là là, il y a quand même beaucoup de redoublants là. C'était autrefois. Alors, bon, les redoublants, je vous dis tout de suite, motus. On n'affranchit pas les nouveaux. On leur laisse découvrir progressivement. N'oubliez pas ce qu'a dit Henry Ford en 1930. Si les citoyens connaissaient la création monétaire, il y aurait la révolution avant demain matin. Donc, si là on est tous et tout d'un coup on se met à comprendre la création monétaire, on va faire la révolution ce soir. Donc non, il ne faut pas. Moi je ne veux pas. Donc on va y aller progressivement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a des gens qui créent de la monnaie et d'autres qui l'utilisent? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui émettent et qui distribuent de la monnaie? À qui? Comment ils font? Selon quels critères? Et nous, comment on fait pour en avoir? C'est ça la grande question. Une question. On va vite sur les questions parce qu'on a une demi-heure pour les questions à la fin. Vous avez oublié les citoyens. Ah, j'ai oublié les citoyens. Qui pense que ce sont les citoyens? Moi, je pense que c'est pour ça que vous vouliez qu'on la pose. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Il y a un groupe qui milite pour ça. Oui. On y reviendra sans doute. On y revient pendant le débat, bien sûr, si vous voulez. Au fond, ça devrait être ça. Et on nous a arnaqués sur tous les plans. Bon, écoutez, la conférence est terminée. Donc, on a un monsieur ici qui a une solution, et on a ici un monsieur qui est un ingénieur de très haut niveau, qui est en train aussi de faire un système de comptabilité mutuelle équilibré, quasiment sans monnaie. Donc ça va sortir dans les mois qui viennent. Mais bon, il y a plein de solutions, vous allez voir. J'ai des mauvaises nouvelles, mais j'ai des bonnes nouvelles aussi quand même à la fin. Donc ça. Donc oui, donc ça devrait être les citoyens, et vous allez voir quand même qu'en quelque sorte, c'est un petit peu les citoyens aussi quand même qui créent la monnaie. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude. Pourquoi est-ce que dans mon déroulé, là, il y a marqué « dette, monnaie, le paradoxe de la belle-sœur ». Dette, monnaie. Alors vous savez qu'on parle beaucoup de la dette en ce moment.
Pourquoi est-ce qu'on parle de la dette? Pourquoi est-ce que moi je parle de la dette en relation avec la monnaie? On est dans une conférence sur la monnaie, la banque, la finance qui crée la monnaie, tout ça, et le mot dette arrive. Pourquoi? C'est un mystère, ça. Eh bien, on se heurte au paradoxe de la belle-sœur. Je vais le faire rapidement parce qu'il faut qu'on le fasse quand même, c'est important. Je ne sais pas si je vais faire le petit... J'ai un petit sketch, mais parce que bon, là, c'est une conférence concentrée en 3/4 d'heure. Normalement, elle dure 1h30, 2 heures, et je fais un sketch avec un chapeau magique, avec un banquier, une banquière, etc. Parce que voilà, on fait un peu de théâtre ensemble, c'est très agréable, mais là, on ne va pas trop avoir le temps, donc on va concentrer. Donc, qu'est-ce que c'est que le paradoxe de la belle-sœur? Eh bien, c'est parce qu'on a tous dans notre famille une belle-sœur, un beau-frère, un frère, une sœur, peu importe, quelqu'un qui un jour, ou même nous des fois, quelqu'un qui s'est présenté dans une banque pour prendre un crédit. Bon, par exemple, une belle-sœur qui se dit, la belle-sœur de M. Blaise Rossella, qui est là par exemple, qui se dit, voilà, moi je voudrais bien me faire construire une petite maison, mais j'ai pas de sous, j'ai un petit terrain que j'ai hérité de mes parents, mais j'ai pas l'argent, donc comment je fais? J'ai les devis de tous mes artisans, j'ai un devis de, je sais pas, on va dire 50 000 francs suisses pour la maçonnerie, 20 000 pour la plomberie, enfin tous les devis, si on fait le total, on arrive, une petite maison de campagne, un petit cabanon, on arrive à 100 000 francs suisses. Comment elle fait alors qu'elle n'a pas un sou? La solution elle est simple, elle va à sa banque et elle dit « je voudrais un crédit de 100 000 francs suisses ». C'est logique. Et donc là, la question qui tue, et je vous la pose maintenant, c'est, nous sommes en présence d'une personne qui veut prendre un crédit de 100 000 euros, de 100 000 francs suisses, pardon. Elle a appelé son banquier, qui lui a dit « envoyez-moi vos fiches de paye, vos certificats médicaux, tout ce qu'il faut, et je vous ferai une simulation, je vous dirai si ça passe ». Le banquier fait une simulation, rappelle la personne et lui dit « il n'y a pas de problème, vous avez un bon salaire, vous avez un bon métier, vous êtes en bonne santé, je peux vous faire un crédit de 100 000 francs suisses ». Elle a rendez-vous 2 jours après. Et donc la question qui tue, c'est la personne, la belle-sœur, on va dire la belle-sœur, elle est devant la banque. Elle a rendez-vous avec son banquier dans 1/4 d'heure. Elle est devant la porte. Elle va entrer dans la banque et elle sait qu'elle va ressortir avec 100 000 francs suisses, qu'elle n'avait pas avant. À l'instant, écoutez bien la question, parce que c'est la question extraordinaire, la question qui vraiment qui relie justement la dette et la monnaie, vous allez voir. Elle va entrer dans la banque, elle a son rendez-vous dans 1/4 d'heure, elle est devant la porte. À l'instant, question, à l'instant où elle va poser sa main sur la poignée de la porte de la banque et entrer, où sont les 100 000 francs suisses? Pierre Doulan? Alors? Virtuel. Les premières années? Allez, il y a bien quelqu'un qui va me dire la bonne réponse. On va la créer. Ils sont où? On va la créer, la Non, ils sont où? Ils sont où les 100 000 francs? Ah, voilà. Et c'est une écriture Ouais. virtuelle dans un... Non, mais là, au moment où elle va rentrer, Il n'existe pas. Sur le compte Ah, de ils quelqu'un. ils sont sur le compte de quelqu'un d'autre qui a dit ça. Voilà. Ah bon. Alors les complotistes, hein. Ça suffit, hein. Non, mais franchement, ils n'existent pas. Alors voilà, alors le banquier, il vous rajoute des chiffres sur votre compte. Bah tiens. Ils sont sur le compte de quelqu'un d'autre. Parce que, comme chacun sait, le métier de banquier, c'est de recueillir de l'épargne, de recueillir de l'épo, des dépôts, et quand il y a des emprunteurs qui veulent de l'argent tout de suite, parce que ce sont des cigales et qui ne sont pas capables d'économiser comme les fourmis, eh bien le banquier prend des dépôts, prend de l'épargne et prête ces dépôts, cette épargne à des cigales qui veulent dépenser tout de suite sans avoir travaillé d'abord. Et je dirais même plus, l'argent des déposants qui est en épargne, il est au sous-sol de la banque, dans des petits cochons, en faïence. Et donc, quand le banquier reçoit quelqu'un pour lui faire un crédit, il descend au sous-sol. Vous avez remarqué, quand vous prenez un crédit, vous n'avez pas remarqué que le banquier sort toujours du bureau. À chaque fois, vous regardez, il dit « Attendez, je reviens ». C'est vrai, il va dans le sous-sol, il casse un ou plusieurs petits cochons selon le crédit qu'il faut faire, et il revient avec on dit oui. Non, c'est vrai.
Donc comment c'est possible? Oh, allez, on fait le sketch, vite fait. Il me faudrait une banquière ou un banquier et une belle-sœur. Vite, vite, vite. Monsieur, madame, que Venez vite, vite. On fait le sketch. Allez, dépêchez-vous. Il me faut un banquier ou une banquière et un belle-sœur ou un... un belle-sœur ou une beau-frère. Elle fait la banquière. Il y a moins de 10 mois. Allez, la belle-sœur. Hop. Tiens, mettez-vous là. Ah, le banquier. On les applaudit. Hop. Voilà. Donc la cliente, vous avez une petite chaise pliante et le banquier a un grand fauteuil. Alors, le banquier, je vous explique rapidement. Vous avez un chapeau magique qui, comme tout le monde peut le voir, est vide. Vous pouvez le montrer comme ça, vous l'avez dessus, vous le tenez bien comme ça. Voilà. Et là, voilà, oui, très bien. Et vous montrez qu'il est vide. Voilà, bon. Hop. Et donc, vous êtes à la porte là, avec votre main sur la poignée, presque. Et donc, vous, monsieur le banquier, vous avez votre offre de prêt qu'il va falloir lui faire signer. Ah, faut qu'elle signe. Bah oui, parce que vous êtes... il faut signer. Oui, parce que... Non, c'est rien. Oui, bah non, c'est... Hop, elle y va, c'est parti, on les applaudit. Monsieur le banquier, j'aimerais un prêt de 100 000 francs, s'il vous plaît. Aucun problème. Pour construire une maison. Oui, c'est évident. Oui, parlez bien fort, ouvrez. Voilà, monsieur le banquier, j'aimerais un prêt de 100 000 francs, s'il vous plaît. J'ai dit que c'était très bien, que j'étais d'accord, vu que j'ai tous les documents de ma possession et que c'est un client qui mérite le respect. Et elle va signer le papier comme quoi elle accepte le prêt. Alors, vous êtes en train de me dire que vous allez me prêter 100 000 francs. Exact. À quelles conditions, s'il vous plaît? On verra. Ah mais moi, je signe pas sans savoir. Ma maman, elle m'a dit, je ne peux pas signer sans savoir. Mais il faut le lire. Ah, tout Il est marqué. suffit de lire Mais le oui. contrat. Mais oui, il faut le lire attentivement, bien sûr. Est-ce que j'ai le temps d'aller le lire? Bien d'ailleurs, il y a votre nom qui est déjà imprimé. Alors, je dois signer? Oui, allez. Alors, j'ai signé. Hop, top, 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 faut signer. Avec du sang. Avec du sang. Il faut que je l'amende. Vous voyez, j'ai déjà les couleurs rouges. C'est bien prévu. Ah, mais c'est ma fille Stéphanie. Oui, Un peu. J'ai lu Faust. le premier. Ça y est, elle a signé. Elle a signé. Avec mon sort. Les Ah, sous, c'est les tout sous. bon. Les sous. Les sous. Ah ouais, les sous. Avec créer les sous. Oui. Alors, attention, attention, attention. C'est pas comme La formule magique. formule magique. Ouais. Pocos, pocos, finibus. Comme je suis banquier, oui, aujourd'hui. Non, il ne connaît pas. La formule magique. Ex nihilo. Ex nihilo, d'accord. Ex nihilo. Hop, et encore. Et hop. Merci. Maintenant, je suis prisonnière. Et voilà. C'est ça? Non, mais ex On nihilo. vous applaudit. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà. On a bien fait le boulot. Voilà, oui, oui. Voilà, j'ai encore. Bon bah, gardez-le jusqu'à la fin. Ça. Voilà, bravo, merci beaucoup, bravo. Donc voilà, cette fois-ci, la conférence est vraiment terminée. Donc vous avez vu comment ça se passe, il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Donc tous les banquiers ont un chapeau magique comme ça, avec la baguette, ils savent tous le mot magique ex nihilo, et donc ils créent de l'argent comme ça. Alors là, on a mis des billets, bon, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Dans la réalité, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est une magie comptable. Parce que le papier qui est là, qui a été signé par la personne qui a eu son crédit, en réalité, c'est une offre de prêt, mais bon, c'est quand même bizarre qu'une personne qui rêve depuis 10 ans d'avoir 100 000 francs suisses pour se faire construire une maison, le banquier lui demande « Mais vous êtes sûr, vous êtes d'accord? Il faut me signer un accord de prêt. » Forcément qu'elle est d'accord, elle attend que ça. Donc c'est quoi d'autre ce papier-là? C'est une reconnaissance de dette, exactement. C'est un pacte.
C'est un pacte qui repose sur la comptabilité, qui repose sur un engagement formel. Quand vous signez quelque chose avec un stylo, là on l'a fait signer avec du sang, mais c'est pareil, quand vous signez quelque chose avec votre stylo et que vous mettez votre signature, que ce soit chez un notaire ou chez n'importe quoi, c'est un engagement que vous prenez définitif. Et donc là, elle prend l'engagement définitif de travailler une dizaine d'années pour rembourser les 100 000 francs qu'elle vient de recevoir, plus encore une dizaine d'années pour rembourser les intérêts. Parce que 3,5% sur 20 ans, ça double à peu près. 3,5-4%, c'est le phénomène des intérêts composés qu'on a beaucoup de mal à comprendre avec nos cerveaux humains, parce que c'est une exponentielle. Quand on laisse une même somme et qu'on touche les intérêts et qu'on laisse les intérêts dedans, ça monte comme ça. C'est ce qui se passe avec la masse monétaire. Pourquoi ? Parce que ce prêt, c'est pas un prêt, justement, on va faire la différence tout à l'heure, c'est un crédit. Ce crédit qu'elle vient de recevoir, qu'est-ce qu'elle va en faire ? Dès le lendemain, elle va le dépenser, évidemment. Et donc, dès maintenant, elle avait 0 sur son compte. Elle avait 0 dépôt. Maintenant, elle a combien sur son compte ? Elle a 100 000 francs suisses. Et donc, dans cette opération de comptabilité, le privilège du banquier, c'est d'émettre 100 000 qui n'existaient pas auparavant et de les faire apparaître en tant que dépôt sur le compte de la personne. Et donc ce crédit, c'est une création d'une dette pour elle, mais c'est une création d'un dépôt sur son compte. Elle a de l'argent en plus. Et cet argent-là, il n'existait pas auparavant. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, le métier de banquier, c'est de prendre une reconnaissance de dette et de la mettre à l'actif de son bilan. Un bilan, c'est un actif, un passif. L'actif, c'est ce qu'on a. Le passif, c'est ce qu'on doit. Donc le banquier met à l'actif de son bilan ce qu'il a, 100 000 €, une reconnaissance de dette qu'elle va mettre 10 ans à rembourser. Il met ça à son actif. Et au passif, il met 100 000 € qu'il doit à la dame, qu'il doit à la personne. Et il lui donne instantanément. Il lui met en dépôt sur son compte à elle, qui est où ? Au passif de la banque. Nos comptes bancaires figurent sur la comptabilité des banques, pas sur notre comptabilité, sur la comptabilité des banques, au passif bancaire des banques. C'est une dette que les banques nous doivent. Les chiffres que nous constatons sur les soldes de nos comptes, ce n'est pas de l'argent que nous possédons, c'est un avoir qui figure au passif d'une banque. C'est pour ça que les banques ne peuvent pas faire faillite et que les gouvernements et que les États ne peuvent pas laisser leurs banques faire faillite. Parce que si une banque fait faillite, si vous avez un avoir dans une quincaillerie et que la quincaillerie, vous revenez la semaine d'après, elle est fermée, il y a du blanc d'Espagne sur la vitrine, votre avoir, il ne vaut plus rien. Vous aviez un avoir parce que vous aviez ramené une perceuse, vous avez un avoir de 150 francs suisses, votre avoir, il ne vaut plus rien. Dans une banque, c'est pareil. Vous avez un avoir, si vous avez 10 000 € sur votre compte, c'est au passif de la banque. Eh bien, si la banque fait faillite, vos 10 000 €, vous ne les reverrez jamais. Parce que c'était juste un avoir pour avoir 10 000 € de monnaie légale. On va peut-être en parler tout à l'heure dans les questions si on a le temps. Et donc, si la banque fait faillite, votre avoir disparaît. Et c'est bien un avoir. C'est souvent le terme que les banquiers eux-mêmes utilisent pour désigner les soldes des comptes bancaires qui sont sur leur comptabilité. C'est une dette de la banque envers vous. Donc, bon, je vous avais dit, je n'ai pas des bonnes nouvelles. Alors, comment c'est possible ça ? C'est possible grâce à la comptabilité en partie double, tout simplement. Voilà, on met une créance à l'actif et on met une dette au passif. Et donc, cette nouvelle monnaie-là, c'est de la monnaie qui n'existait pas auparavant. Parce que le bilan de la banque, il augmente de 100 000 francs à l'actif et il augmente de 100 000 francs au passif. C'est 100 000 €, c'est 100 000 francs suisses de plus qui n'existaient pas avant. Et donc la personne qui vient de recevoir ce crédit, le lendemain, elle dépense tout. Elle va voir son maçon, son plombier, son carreleur, son électricien, etc. Et elle fait des chèques à tout le monde. Et à partir de là, c'est de la monnaie nouvelle qui percole dans l'économie. Percoler, c'est un mot d'économiste. Quand la monnaie est empruntée et prise sous forme de crédit dans le secteur bancaire, la monnaie, ensuite, une fois qu'elle est dépensée, elle percole dans l'économie et elle permet à tout le monde de réaliser des nouvelles transactions. Forcément. Si vous, madame, vous étiez le maçon de madame, vous recevez un chèque de 30% d'acompte sur le devis de 50 000, vous recevez 20 000 francs suisses, ça vous fait plaisir. Vous avez un nouveau chantier, vous avez de l'argent en plus. Donc du coup, vous allez pouvoir aller chez Point P acheter des parpaings.
vous faites des nouvelles transactions que vous ne pouviez pas faire auparavant. Pourquoi? Parce que vous avez des nouvelles unités monétaires que madame a prises en crédit à la banque. Alors, la grande question quand on est dans un système comme ça, c'est comment elle va faire pour rembourser son crédit et comment elle va faire pour rembourser les intérêts. Et là, vous allez comprendre qu'on est dans un système pyramidal. C'est-à-dire dans un système qui est fondamentalement instable parce qu'il ne peut continuer sans s'écrouler que s'il est en croissance exponentielle constante. C'est mathématique. Pourquoi? Parce que, comment elle fait pour rembourser les 100 000 euros de son principal? Bon, à la limite, elle a dépensé 100 000 euros dans l'économie. Donc il y a 100 000 francs suisses de plus dans l'économie qui permettent de faire de l'activité, voilà, de relancer de l'activité. Si on est en crise parce qu'il n'y a pas assez d'activité, on prend plein de belles-sœurs, on les envoie toutes à la banque, elles dépensent tout et l'activité reprend, hein, c'est instantané. Mais la dette augmente aussi, vous avez remarqué. C'est pour ça que la dette est liée à la monnaie. Pourquoi? Parce que toute la monnaie, ou presque, que nous avons sur nos comptes, elle vient de là. Elle vient soit d'une banque qui a acheté quelque chose et qui a payé son client par création monétaire, soit de quelqu'un qui est venu à la banque et qui s'est fait créer de l'argent. Donc, finalement, pour répondre à votre question, le quatrième point de notre QCM, à savoir qui émet et qui distribue la monnaie peut aider les citoyens, en quelque sorte, c'est vrai aussi. Parce que si on n'avait pas des citoyens qui vont prendre des crédits à la banque, on n'aurait pas de monnaie. Et quand les citoyens, quand les particuliers, les ménages ne vont plus dans les banques pour emprunter parce que c'est la crise, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser leur crédit, ou parce qu'ils sont déjà endettés, qui va emprunter? Les entreprises, pour investir, pour financer leurs besoins au fonds de roulement. Il n'y a pas de commande, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'espoir de demande. Donc les entreprises ne vont pas emprunter non plus. Elles vont certainement pas, un entrepreneur ne va certainement pas acheter une deuxième machine à crédit alors que la première machine qu'il a, elle tourne à 50% de capacité de production. Ça serait idiot. Et donc qui emprunte pour essayer de sauver un peu la situation? Les États. Et donc les États en Europe et aussi en Suisse, parce que l'État s'interdit de créer sa propre monnaie, les États empruntent au secteur bancaire, s'endettent, pour réinjecter un peu de monnaie par les dépenses publiques, de manière à sauver un peu l'économie. C'est ça la dette publique. Les États sont obligés de faire du déficit quand c'est la crise, puisque plus personne n'emprunte, donc la monnaie diminue. Donc il faut bien que quelqu'un en rajoute un peu, sinon ça serait bien pire encore. Vous comprenez le truc? Bon. Alors, évidemment, dans un système comme ça, inutile de vous dire que les décisions politiques, elles nous passent au-dessus de la tête. La démocratie, on ne peut même pas en parler. Là, en ce moment, les chiffres de la création monétaire par la Banque nationale de Suisse, en ce moment, c'est 1000 milliards, quelque chose comme ça? Non, la création monétaire, ce qu'il y a dans le bilan de la Banque nationale de Suisse, c'est 500 milliards. Voilà, 500 milliards. Et ce qui fait le budget fédéral de la Suisse, c'est 64. Ah oui, alors le budget fédéral de la Suisse, 64 milliards. Voilà. Et en 2014, la BNS a créé 64 milliards. Non. Le même montant. Oui. Rajouté 64 milliards Voilà. en 2014. Donc, on a d'une part un secteur financier qui crée de la monnaie, autant que ce que l'État fédéral emprunte et injecte lui-même. Ça, c'est la BNS. La BNS, 64 milliards, mais les banques ont créé 3 fois plus. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Oui, oui. Donc, le secteur bancaire financier, si on agglomère tout, la BNS et les banques commerciales, crée plus de 200 milliards. Plus de 200 milliards, et donc injecte cette monnaie, on va voir comment, on va voir selon quels critères là, dans une seconde, alors que l'État, le budget de l'État fédéral en Suisse, c'est 64 milliards. 200 d'un côté, 64 de l'autre. Qui dirige l'économie? Qui décide de ce qui va être financé ou pas? Qui décide de notre futur commun, de ce qui va exister ou de ce qui ne va pas exister? C'est pas l'État, c'est pas les politiciens, c'est la finance, c'est le secteur bancaire. Et donc le secteur bancaire, qu'est-ce qu'il fait? Qui décide? Qui décide vraiment? Voilà, vous mettons, vous êtes un riche propriétaire immobilier et vous avez besoin de 500 000 francs suisses pour acheter votre 18e appartement.
Et moi, je suis banquier. J'ai mes piles de dossiers et j'ai la vôtre. J'ai votre dossier qui est là, sur ma pile à gauche. Et à droite, j'ai toutes les piles de... Là, le petit jeune, là, lui, il veut emprunter 10 000 € pour faire un nouveau panneau solaire qui va changer le monde dans 10 ans. Lui, il veut emprunter 15 000 € pour passer 2 ans à travailler pour lui sans être salarié parce qu'il a une invention extraordinaire qui va changer le monde dans 10 ans aussi. Lui, il veut 10 000, lui, il veut 15 000. Moi, je suis banquier. Je fais mon boulot de manière loyale. Je protège mon employeur, je protège mon emploi, je protège ma famille, je protège ma société. Je n'hésite pas une seconde. Je finance vous. Et eux, on ne sait même pas ce que c'est, on comprend rien. Donc, qui décide de notre futur commun? C'est chaque banquier, tous les matins, à son bureau, qui étudie ses dossiers et qui décide à qui il va créer de l'argent ou pas. Et donc c'est très, j'allais dire c'est très grave, mais c'est très important, c'est colossal. Ça veut dire que la société que nous choisirions, nous, démocratiquement, bon, ça serait pas facile, parce qu'on s'engueulerait tous, il y en a qui veulent financer tel truc, d'autres tel autre et tout, mais bon, si on choisit des gens et qu'on discute et qu'on exerce vraiment la démocratie, et Dieu sait si en Suisse on sait, vous savez l'exercer, on arriverait à dire, voilà, cette année on finance ça, et non pas ça. L'année prochaine on financera un petit peu ça, et puis encore plus ça. On exerce notre pouvoir, et le pouvoir c'est quoi? C'est le pouvoir de créer le futur que nous désirons en commun. Et là, ce futur-là, on décide rien. On décide rien. C'est le secteur financier, selon des critères, voilà, la sécurité, la rentabilité, qui le décide tous les matins à notre place. Donc la démocratie, c'est même pas la peine d'en parler. Tant que... Vous savez, il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent d'exercer la démocratie réelle, de faire des tirages au sort, etc. Bon, c'est génial. Mais si on n'a pas le nerf de la guerre, qui est le financement, qui est l'argent, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut. Si on ne peut pas les financer, ça ne sert à rien. Il faut obligatoirement avoir les deux, au minimum. Donc évidemment, dans un système comme ça, tout le monde est endetté tout le temps. Les ménages, les belles-sœurs, les particuliers, les entreprises, qui doivent emprunter pour financer leurs besoins en fonds de roulement, leurs investissements, et les États. Et donc si vous dites, moi je ne suis pas endetté, j'ai pas de crédit personnel, donc je ne suis pas concerné par cette histoire, mais non, mais si, vous êtes concerné aussi, pourquoi ? Comment vous croyez qu'il fait l'entrepreneur pour payer ses frais financiers sur ses emprunts? Faut bien qu'il les paye, ses frais financiers, sinon il met la clé sous la porte, ou il met tout le monde à la porte. Donc comment il fait? Il augmente un petit peu ses prix. Résultat, tout ce que nous achetons, sans exception, est soumis à un intérêt permanent qui remonte en permanence à qui? Aux émetteurs de monnaie. Aux émetteurs de monnaie ex nihilo, sans avoir travaillé avant. Et donc, notre ingénieur qui est ici a calculé, pas plus tard qu'hier, le coût que ça représente sur la chaîne de fabrication d'un produit, ou la chaîne de sous-traitance d'un produit. Si vous rajoutez à chaque fois les frais financiers, on arrive à un résultat sur les prix entre 15 et 70% d'augmentation. Seulement à cause des intérêts sur les emprunts des entreprises. En prenant pas beaucoup, en prenant pas un gros pourcentage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si on enlève les frais financiers et qu'on laisse que la marge bénéficiaire, il n'y a pas de changement au long de la chaîne. C'est les frais financiers qui font augmenter les prix. C'est hallucinant. Et alors, vous allez me dire, bon, attendez, moi j'ai pas d'emprunt, donc je ne paye pas d'intérêt sur mes prêts personnels, et puis je mange jamais, j'achète jamais rien. Donc, je ne suis pas concerné. Bah si, parce que vous êtes des citoyens, et vous êtes des contribuables. Et donc, l'État, quand il emprunte, il paye des intérêts. Mais l'État, c'est qui? C'est nous. Donc, qui paye les intérêts? C'est nous. Et donc, je ne connais pas les statistiques en Suisse, mais en France, le montant du service... Est-ce que vous savez quel est le budget principal, le budget le plus élevé en ce moment en France? L'éducation, la défense... La défense, non. C'est le service de la dette. Faudra regarder en Suisse, mais en France, le service de la dette représente l'équivalent de la totalité de l'impôt sur le revenu. Vous vous rendez compte?
Alors vous avez beau ne pas être endetté vous-même et rien manger, vous payez quand même de la TVA sur tout ce que vous achetez, vous payez des impôts. Donc du coup, c'est une prédation permanente, exponentielle et continue sur l'ensemble de l'activité, pas d'un pays, du monde entier. Ce système de création monétaire par les banques commerciales, il est établi dans tous les pays du monde entier. En 2003, il y avait 7 pays qui n'avaient pas ce système de banque centrale et de banque commerciale pyramidale. De mémoire, l'Irak, l'Iran, le Soudan, et j'en oublie. Cuba, tout à fait. La Syrie. Et la Syrie. La Libye. Et la Libye. En 2003. En 2003. La Libye, la première chose que le système financier a fait dès la disparition de Kadhafi, c'est d'établir une banque centrale à Benghazi. En Irak, la première chose que le système financier international a fait dès que Saddam Hussein a été éliminé, c'est d'établir une banque centrale en Irak. Et donc il reste l'Iran, il en reste 3. Il reste l'Iran, Cuba et un troisième que j'ai oublié, la Corée du Nord. Oui, alors c'est bien. Et si vous êtes au courant de l'actualité, Cuba et l'Iran viennent de signer avec les États-Unis des accords de non-prolifération de l'arme nucléaire pour l'Iran et de levée du blocus pour Cuba. Ouais. Donc je pense qu'au niveau de la finance internationale, on est dans une construction d'amitié pour arriver à des résultats. Donc bah voilà, et donc il est 13. Allez, 5 minutes encore, 5 minutes, ça va? Où il est? Oui. C'est M. Berge. Oui. Monsieur Berge, oui, Monsieur Berge. C'est bon, c'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, je vais juste... Bon, j'ai plein de trucs normalement, il y a plein de conséquences, mais bon, si vous achetez mon livre, vous aurez tous les Il est à détails. quel prix? Il est à 17 francs... Non, euros, et donc ça fait 20 francs suisses. 20 francs. Bon. Enfin bref, mais c'est pas de ça qu'on parle. Parce que toutes les conséquences, là, il y a tout un chapitre sur vraiment toutes les conséquences, et il y en a, mais j'en ai répertorié une quinzaine, une vingtaine. Donc là, on ne parle que des principales. Une des conséquences les plus graves, à mon avis, et là je parle pour les ingénieurs, les créateurs d'entreprises et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Il y a quelques semaines, j'étais là, ici à Genève, et je suis allé dans un pique-nique organisé dans un espace de coworking. Vous savez, les jeunes qui n'ont pas les moyens de louer des bureaux pour monter leur petite entreprise, ils se mettent dans un espace commun. Ça s'appelle un espace de coworking où on travaille ensemble. Et puis voilà, avec l'ordi, on se met à bosser, on fait des rencontres, des connaissances, on monte des réseaux, etc. Et donc on est allé avec quelques amis assister à une réunion avec des gens qui venaient pour s'informer sur ce système de travail-là. Des jeunes, des créateurs d'entreprises, des gens qui ont plein d'idées et qui disaient « mais c'est bizarre, j'ai bac plus 5 et je me retrouve à vendre des hamburgers au McDo. Et j'ai des idées de création d'entreprise, j'ai des idées pour faire des choses bien, mais je n'arrive pas à me faire financer. » Donc on leur a expliqué tout ça. Je peux vous dire que ça a déclenché des émotions fortes, à la compréhension que on est dans un mur, on est pire que dans un mur, dans un piège, véritablement. Et c'est très difficile à percevoir. Et donc ce qui est très dur avec un système comme ça, c'est que toute cette créativité étonnante, c'est notre qualité la plus forte, nous, êtres humains. C'est l'inventivité, l'adaptabilité. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de succès en tant qu'espèce humaine? C'est parce qu'on s'adapte à tout, on s'adapte aux circonstances, on invente, on trouve des solutions, on n'arrête pas. Mais là, en ce moment, les jeunes, les créateurs qui ont plein d'idées, et même les anciens qui ont plein d'idées aussi et qui auraient plein de solutions, on n'a pas le crédit, on n'a pas le financement. Comment voulez-vous qu'on change le monde? La première chose à faire, c'est de reprendre en main les outils du financement, les outils du crédit mutuel, les outils qui nous permettraient de se faire confiance les uns les autres et de ne plus être obligés de se soumettre à quelqu'un qui nous fait confiance ou pas. C'est ça le nerf de l'innovation et de la créativité. Si on veut avoir un monde qui change un peu, on a
a besoin de reprendre les rênes du crédit. Par contre, si nous laissons les rênes du crédit à un secteur de l'économie dont l'intérêt c'est de financer ce qui marche bien, ce qui est sûr, ce qui est rentable, et ce qui existe déjà, et ce qui est déjà connu, c'est sûr qu'on ne va pas avoir des choses nouvelles et des choses inconnues qui vont être financées. Donc cet étouffement de la création, de l'innovation, c'est quelque chose de vraiment dramatique pour nous tous. Pour nous tous. Et alors je termine avec les relations internationales, parce que là, comme je vous avais dit que je vous ai prévenu au départ qu'il y aurait des mauvaises nouvelles, là c'est vraiment, là on est au fond du trou. Au niveau des relations internationales, comment ça marche? C'est très bien d'endetter une petite dame qui veut acheter une maison à 100 000 francs. Bon, c'est quand même beaucoup mieux d'endetter une grosse entreprise, une entreprise multinationale de télécommunications. Voilà, moi si je suis le banquier et que j'endette Bouygues d'un coup pour lui faire construire, pour l'aider à construire 100 000 antennes nouvelles pour faire des téléphones, ça va payer, ça c'est bon, c'est sûr, c'est bien, les gens achètent et tout. Mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a une technique. Alors, ce n'est pas les petites banques de quartier, ce n'est pas les petites banques commerciales. Il y a deux gros organismes au niveau mondial qui s'occupent de ça. C'est le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale. Le FMI, c'est un pool de dépôts, un pot commun, où les États qui font partie du FMI mettent un petit peu de monnaie, un petit peu d'argent. Et la Banque mondiale, c'est une banque normale. Qui envoie... Ah oui, bien sûr, oui, c'est pas public du tout. La Banque mondiale, c'est une banque qui est au-dessus des États, qui ne fait partie d'aucun État en particulier. Un peu comme la Banque des règlements internationaux. C'est bien sûr, c'est une banque totalement privée. Et donc la Banque mondiale, elle envoie des messagers dans des pays, si possible des pays qui possèdent des ressources dont nous avons besoin, nous occidentaux, pour faire marcher nos voitures, pour faire marcher nos usines nucléaires, etc. Et donc on envoie des économistes distingués et compétents pour expliquer aux pays pauvres, aux dirigeants des pays pauvres, qui peuvent s'enrichir monstrueusement en nous vendant leurs ressources. Sauf que comme ils n'ont aucune infrastructure et aucune entreprise pour les construire, vu que c'est le désert chez eux, eh bien on leur dit nous allons vous prêter des milliards de dollars qui vont vous permettre de construire des ponts, des routes, des autoroutes, des ports, des pipelines. On peut même vous louer des mercenaires pour protéger vos pipelines des terroristes, vous vendre des tanks, etc. Et donc, on fait des prêts par la Banque mondiale, énormes, remboursables sur 50 ans, sauf qu'il y a une petite clause dans le prêt. C'est qu'on vous dit, on vous prête 50 milliards pour construire vos infrastructures, mais comme vous n'avez pas d'entreprise, on vous aide, nous sommes très généreux, et donc on va faire travailler nos entreprises qui ont tout le savoir-faire qu'il faut, Bouygues, Halliburton, Areva, etc., et on va vous les envoyer pour construire tout ça, aux petits oignons. Et maintenant que vous avez de l'argent, vous allez pouvoir les payer. Donc le circuit monétaire, il est génial, il est magique. Vous émettez des dollars nouveaux, et vous dites aux gens, on va vous les prêter. Attention, un prêt n'est pas un crédit. C'est un abus de langage de dire on va vous les prêter. Si je vous prête mon vélo et que je ne l'ai plus, je vous ai prêté mon vélo. Mais si je tape 10 000 € de plus sur votre compte alors que je ne les ai jamais eus, et que personne ne les a sortis de nulle part, pour moi je ne vous ai rien prêté. Je vous ai créé de l'argent nouveau et je vous ai endetté, en vous faisant croire que je vous ai prêté, mais je vous ai crédité votre compte parce que j'ai le privilège de rajouter des chiffres sur les comptes des gens. C'est pas du tout la même chose. Et donc, au niveau psychologique, et je dirais presque philosophique et presque spirituel, la manipulation extraordinaire, magnifique, c'est de relier la dette et le crédit. Mais, comme un crédit n'est pas un prêt, puisque celui qui vous fait crédit n'a rien de moins qu'avant, on peut se poser la question de l'existence de la dette. C'est une bonne question à se poser. Bref, pour les pays en voie de développement, on leur prête de l'argent et ils redépensent l'argent dans nos entreprises. Donc moi, si je suis dirigeant d'un pays riche, c'est tout bénef. C'est le double effet qui se coule. Pourquoi ? Parce que si j'ai un pays en crise, je sais, moi, parce que j'ai tous mes copains qui sont banquiers, ils m'ont raconté, ils m'ont expliqué. Je suis dirigeant d'un pays occidental riche. C'est la crise chez moi.
Je sais que c'est la crise parce que les gens manquent de monnaie sur leur compte. Forcément, ils n'ont plus de sous, ils ne peuvent pas s'acheter les trucs, donc c'est la crise, il n'y a pas d'activité. Première solution pour relancer l'activité, je leur dis achetez, construisez, tous propriétaires, ça veut dire allez emprunter, allez vous faire avoir à la banque pour prendre des crédits. Et comme ça, les gens redépensent, se réendettent et ça relance mon économie. Et ça, je ne peux pas le faire, ils sont déjà tous endettés, ils ne veulent pas. Deuxième solution, je dis à mes entreprises, c'est la relance, ça repart. Vous avez vu les chiffres, on est à 0,015, ça augmente. Allez-y, relancez, réinvestissez, embauchez. Ils ne me croient pas, ils me croient à moitié. Ils ne le font pas. Bon, troisième solution, je mets mon budget en déficit. J'embauche des fonctionnaires et je paye tout le monde et ça percole. Mais ça ne marche pas non plus parce qu'ils sont déjà jusque-là en impôts et si je fais ça, je suis obligé de leur augmenter encore leurs impôts. Je ne peux pas le faire. Vous savez, la courbe de l'affaire, si j'augmente leurs impôts, ils ne payent plus. Donc du coup, je me retrouve avec encore moins d'impôts qu'avant. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'endette des autres pays. J'endette les pays pauvres. Ils dépensent leur argent que je viens de leur prêter chez moi. Ça me fait de la monnaie toute neuve qui relance mon économie locale ici, chez moi, ou dans les pays riches, mais qui paye la dette. C'est pas mes particuliers, c'est pas mes entreprises, c'est pas mon État, c'est eux. C'est génial. Ça marche à tous les coups, ça marche depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils payent comment? Ils ne créent pas d'argent, les pays là-bas? Évidemment non, ils ne peuvent pas créer de dollars. J'ai le monopole de la création des dollars et des euros, donc je les endette dans une monnaie qu'ils ne peuvent pas créer. Oh bah, c'est le béaba. C'est le béaba. Ah oui, c'est ça le truc. Oui, non, mais c'est vrai, c'est ça. Et puis il y a quelques immigrés économiques qui viennent, c'est bon. Eh bien, c'est une conséquence tout à fait logique de ça. Enfin, en même temps, on détruit tout, de manière à pouvoir reconstruire derrière. On leur... Alors, alors, attention, parce que si les dirigeants nous disent « Oui, on connaît le truc, on a vu Chavez en Venezuela, on a vu, vous en avez tué plus d'un comme ça, vous avez viré Mossadegh en 1980 d'Iran, vous avez mis le chat à la place parce que lui, il était d'accord avec votre combi. Nous, on ne marche pas. » Et bien là, on leur envoie les assassins économiques qui les menacent et qui leur disent « Écoutez, là c'est embêtant, mais si vous n'acceptez pas, vous savez, votre avion, je crois qu'il va avoir un petit accident. » C'est un système mafieux. Oh, je n'irai pas jusque-là. Non, c'est pas... Non, c'est quand même pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, on a des gangsters qui volent les gens, qui tuent, qui massacrent, et de l'autre côté, on a les mafias. C'est pas pareil. Oh non, c'est insultant pour les mafieux. Donc, on va attaquer les questions. Juste un petit mot rapidement sur les possibilités de sortir de ça, des alternatives. Première alternative, l'initiative monnaie pleine. C'est ici, c'est maintenant, c'est en Suisse. Vous signez et c'est une proposition de redonner à la BNS, à la Banque nationale de Suisse, le privilège de la création monétaire à 100%, intégralement. Les banques reprennent le métier que tout le monde croit qu'elles font, récolter des dépôts et les prêter à des gens qui veulent emprunter tout de suite. C'est du vrai prêt, parce qu'on prend les dépôts, celui qui l'avait ne l'a plus, et on le prête à quelqu'un qui l'a. Ça, c'est un prêt, il y a une transmission. Là, l'initiative monnaie pleine, on redonne à la Banque nationale de Suisse la capacité de créer toute la monnaie, et on enlève cette capacité aux banques commerciales d'émettre des crédits nouveaux, par pure création monétaire, sans prendre l'argent nulle part. Et comment faire le pont entre maintenant et ça, on peut demander aux gens qui sont des spécialistes de l'initiative monnaie pleine. Ils ont bien étudié le truc, il y a des bilans, il y a des périodes de transition à faire, c'est tout à fait faisable. C'est pas un problème de comptabilité ni de finance, c'est un problème politique. Voilà, il faut le décider. Si on le décide, c'est faisable. Donc ça, c'est la solution institutionnelle. Et mais il y en a d'autres aussi, des solutions institutionnelles. Il y a l'idée pour l'Europe de redonner à la Banque Centrale Européenne la possibilité de créer de la monnaie. Et donc d'enlever aux banques commerciales la possibilité d'émettre de la monnaie en endettant tout le monde. Parce que si ce sont les banques centrales qui distribuent la monnaie, c'est sans endettement associé. Ça n'endette personne. Personne n'est obligé de, entre guillemets, emprunter pour avoir de la monnaie. Contrairement au système actuel. Où pour avoir de la monnaie, il faut qu'on aille la chercher à la banque. Donc on aura moins besoin de sauver les banques.
On n'aura plus besoin de sauver les banques. Les banques ne pourront plus faire faillite, puisqu'elles ne pourront que recueillir des dépôts et les prêter. Ce que tout le monde croit qu'elles font, la plupart des gens. Moi j'ai fait le test, aller sur un marché, moi je l'ai fait l'année dernière à Paris, j'ai interviewé une centaine de personnes, il y en avait 98 qui m'ont dit comment font les banques pour prêter de l'argent? Elles ont des dépôts, elles les prêtent les dépôts. 98 qui ne savaient pas du tout ce que je viens de vous dire. Là, tout ce que vous savez, vous en savez plus que n'importe quel économiste officiel. Et donc 98 personnes, c'est très rigolo, 98 personnes qui me disaient non, oui, bon, c'est les banques ont des dépôts et prêtent ce qu'il faut. Et 2 personnes qui me disaient les banques créent du crédit à partir de rien, évidemment, tout le monde le sait. Et les solutions alternatives citoyennes, alors là il y en a plein, il y a les SEL, systèmes d'échange locaux. Chacun fait ses comptes sur des petits carnets. Quand on se vend ou qu'on s'achète un truc, voilà, vous me vendez votre veste, on dit qu'elle vaut 20, je vous l'achète, donc vous ne l'avez plus, c'est moi qui l'ai, hop, moi je mets moins 20. J'ai reçu un truc, donc je suis débiteur vis-à-vis de la communauté. Si je produis un truc, je vais remonter de moins 20, si je revends moi un truc à 20, je vais passer de moins 20, je vais remonter à 0. C'est un petit système à balance mutuelle. C'est un peu moyenâgeux. Pourquoi ? Moi, je dirais plutôt que c'est le système actuel qui est un système d'exploitation féodale de l'ensemble des serfs par un seigneur. Voilà. Ça, oui, c'est moyenâgeux. Ça, c'est moyenâgeux. Un système d'échange local, c'est un système équilibré, symétrique, où personne n'est volé. C'est un système symétrique où personne n'est volé, un système d'échange local. On tient ses comptes nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter des chiffres au comptable? Non mais franchement, c'est quoi une banque? C'est un grand tableur, vous savez, un grand tableau avec des cases. Il y a les comptes de tout le monde, et quand on se vend ou qu'on s'achète un truc, il y a un compte qui descend, l'autre qui monte. C'est des additions et des soustractions. Une soustraction d'un côté, une addition de l'autre. Et quand celui-là revend un truc ou rachète un truc, son compte baisse et le compte de quelqu'un d'autre monte. C'est ça, c'est un système d'information, un système de mesure des flux à balance mutuelle, point final. C'est tout, c'est ça un système bancaire. Sauf que dans le système actuel, si on n'a pas déjà des chiffres pour acheter quelque chose, on ne peut rien acheter, le système est bloqué. Donc on est obligé d'aller acheter des chiffres au comptable, au gars qui tient le tableur. Donc voilà. Avant, il fallait un ordinateur géant pour faire ça. Maintenant, vous pouvez avoir tout ça dans votre téléphone portable. Ah oui, ça même pose dans aucun la problème. puce de la carte de débit. Donc, système alternatif citoyen, le système là sur lequel on est en train de travailler, qui s'appelle le système monétaire équilibré, qui sera disponible dans quelques semaines sur tous les smartphones, où on pourra tenir nos comptes nous-mêmes. Avec un téléphone, ou même avec un petit carnet, pourquoi pas, et une calculatrice. Et donc, quand on s'achète un truc, on le note en plus ou en moins, et point final. Et on sait très bien qui a donné plus, qui a donné moins. On met des limites pour que les gens pompent pas l'énergie de tout le monde. On met des limites pour que celui qui s'enrichit s'enrichisse pas indéfiniment. On met des systèmes de contraction des soldes, enfin des systèmes d'amortisseurs. Ça, c'est très facile. Mathématiquement, c'est compliqué. Mais n'importe quel ingénieur vous monte un système comme ça avec des amortissements et ça marche. Et ça marche. Alors, système d'échange locaux, système monétaire équilibré, monnaie complémentaire, bon, les monnaies complémentaires, si vous en entendez parler, c'est pas mal. Ça consiste à imprimer des billets avec des jolies couleurs, des jolies images, et vous avez des euros, il faut déjà avoir des euros, et vous allez à un guichet, vous achetez des billets d'une autre monnaie. Et donc vous n'avez plus vos euros, ils sont à la banque. Et vous, avec vos billets nouveaux, là, vous pouvez aller acheter des trucs chez Naturalia, vous ne pouvez pas aller partout, il y a une charte, mais c'est bien quand même pour apprendre, pour que les gens réfléchissent. C'est très bien au niveau formation, au niveau réflexion, et ça prouve aux gens, au quotidien, que la monnaie, on peut la prendre en main soi-même. Et donc ça, c'est fondamental, c'est excellent. Donc, eh ben, écoutez, voilà, on va dire que moi j'ai terminé. Ouais, bah oui. Hein. Donc merci beaucoup.